Une première transition pacifique en RDC, mais une transition contestée, je vous le disais, pour comprendre ce qui se passe en RDC. En plateau avec moi ce soir, Eric Nindou, directeur de la rédaction Afrique de Média TV. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors, Tshisekedi a prêté serment aujourd'hui au palais présidentiel à Kinshasa, un événement qualifié d'historique. Mais la légitimité du nouveau président demeure toutefois contestée, on vient de le dire, par une partie de l'opinion congolaise. Est-ce que Tshisekedi a une marge de manœuvre en tant que président ? Nadia, ce qu'on peut répondre d'abord, c'est que oui, cet événement est historique. Historique d'abord pour trois raisons, parce que comme vous l'avez dit, c'est la première fois dans toute l'histoire de la République démocratique du Congo, donc indépendante depuis le 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait jamais eu de passation pacifique du pouvoir. Donc c'est une première, il faut le noter, il faut le souligner. Historique aussi parce que c'est le fils d'un opposant historique. Et le fils donc d'Étienne Tshisekedi, qui a été opposant à la fois au maréchal Mobutu, à Laurent Désiré Kabila, au père de l'actuel président sortant, et aussi à Joseph Kabila. C'est son fils qui donc accède au pouvoir. Ce n'est pas le dauphin d'un président sortant qui prend le pouvoir, donc c'est historique dans ce sens. Et puis c'est une première en Afrique centrale. Il suffit de regarder le voisinage de la République démocratique du Congo pour voir que la plupart des présidents qui sont en place sont soit là depuis des décennies, soit ils ont céder le pouvoir à leurs alliés ou à leurs dauphins. Au Congo, ce n'est pas le cas. Vous vous rappelez, à l'époque, Feu, le président Omar Bongo, avait sorti cette phrase au moment du début des années 90, quand il y avait eu les transitions démocratiques en Afrique. Il avait dit « On n'organise pas des élections pour les perdre ». Eh bien là, Kabila vient d'instaurer une nouvelle pratique, c'est-à-dire il organise des élections, il les perd à moitié. Parce qu'il faut bien dire que précisément, c'est l'objet de votre deuxième question, est-ce qu'il aura les marges de manœuvre, Tshisekedi ? Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il va devoir cohabiter avec un Premier ministre qui sera issu donc de la majorité présidentielle, vu que le système qui est un système semi-présidentiel fait qu'un président dirige, mais il y a un Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Il devra composer, il mettra en place une coalition gouvernementale, les tractations sont déjà en cours, mais il faut espérer que ça aille bien. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Kabila est une solution pour Tshisekedi, qui lui permet ainsi d'accéder au pouvoir pacifiquement, mais Tshisekedi est aussi une solution pour Kabila. Cela permet à Kabila de redorer son blason après 2 ans de fortes critiques et de fortes pressions internationales. Aujourd'hui, Joseph Kabila sort comme un véritable démocrate qui a organisé des élections et qui quitte le pouvoir sans problème en transmettant le pouvoir à un opposant de surcroît. Alors, Kabila qui organise des élections démocratiques, on va en parler tout de suite avant d'aller un peu plus loin sur la politique intérieure de la RDC et des priorités de Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on assiste à quelque chose de nouveau, d'historique, en ce qui concerne le processus et la manière dont Tshisekedi est arrivé au pouvoir ? Je fais référence un petit peu à la communauté internationale qui s'était avancée, notamment sur les résultats, et qui finalement ont pris acte. Est-ce qu'on peut parler que les résultats, on peut dire que les résultats donc de ces élections sont pleinement souveraines et qu'elles sont respectées par la communauté internationale? Absolument. Il y a une règle de droit dans la communauté internationale, c'est qu'un pouvoir n'est légitime que si, au nombre de pays qui le reconnaissent. Et là, en l'occurrence, comme vous l'avez dit, il y a eu un changement dans la semaine qui a précédé justement cette journée, où d'abord au départ, il y a eu des contestations sur les résultats. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il y a des contestations. Dans pratiquement toutes les élections en Afrique, il y a toujours des contestations plus ou moins violentes. Et on peut même observer qu'au Congo, ça s'est passé plus ou moins pacifiquement. Ça n'a pas été le cas comme, par exemple, au Kenya, où il y a eu des violences. Ça n'a pas été le cas comme, par exemple, dans d'autres pays, au Libéria ou quoi. Là, ça s'est passé pacifiquement. Et donc, il faut le noter. Et en plus de ça, la Cour constitutionnelle congolaise a donné son verdict. Son verdict, elle a rejeté donc les recours en annulation de contestation donc, de Martin Fayulu, et tout le monde s'est rangé un petit peu à ça, parce qu'il faut effectivement respecter la souveraineté d'un pays. Et vous l'avez souligné, Nadia, il faut quand même noter que parmi les personnalités présentes aujourd'hui à l'investiture, à la prestation de serment de Félix Tshisekedi, il y avait donc comme chef d'État Uhuru Kenyatta du Kenya, il y avait le vice-président de la Tanzanie, le premier ministre du Ghana, le président de la Chambre des représentants du Maroc. Il y avait aussi les ambassadeurs des USA, de la France, du Royaume-Uni, de la Chine et de la Russie. Ça veut dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ça veut dire que donc Tshisekedi a un pouvoir qui est non seulement légal, mais qui est aussi légitime puisqu'il est reconnu par la communauté internationale. Les priorités maintenant, justement, outre la cohabitation avec Kabila.
Il l'a dit, Félix Tshisekedi, lors de son premier discours d'ailleurs qui était teinté de forte émotion. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Nadia, il a même eu un malaise de 10 minutes durant ce discours, mais je pense que c'est à cause justement de cette émotion, de ce que représentait cet événement. Mais dans ce discours, il a ciblé ses priorités et elles sont de 3 ordres. Premièrement, conforter la stabilité et la sécurité de la RDC. Donc il faudra pour ça créer une armée véritablement républicaine et ne plus faire une agglomération de différentes milices et de groupes armés. Deuxième priorité, ça sera la bonne gouvernance. Lutter contre la corruption et faire en sorte que les deniers publics soient bien dépensés, parce qu'il faut savoir que la RDC, qui est un pays riche potentiellement en matières premières, et un pays de 80 millions d'habitants, tourne aujourd'hui avec un budget de 5 milliards de dollars. C'est ça le budget du gouvernement. C'est tout simplement ridicule pour un pays de cette taille. Donc, il faudra mieux gérer les deniers publics. Et enfin, troisième priorité, et là, le président est attendu au tournant, et les 100 premiers jours seront importants. Sa troisième priorité, c'est la jeunesse. Dans un pays où près de 70% de la population a moins de 30 ans, il faut des gestes forts envers cette jeunesse qui est désœuvrée, cette jeunesse qui n'a pas d'emploi. On verra comment Tshisekedi va répondre à cette demande, cette aspiration d'épanouissement de la jeunesse congolaise. D'accord, alors ça c'était pour les priorités sur le plan intérieur, sur les relations avec les autres pays africains maintenant. Qu'est-ce que l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir va changer entre les relations entre Kinshasa et Rabat ? Les relations entre Kinshasa et Rabat sont d'abord bonnes, Nadia, il faut le rappeler. Elles sont bonnes, elles sont historiques, c'est des relations d'amitié et de fraternité. Rappelons quelques points historiques. D'abord, le Maroc a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo depuis le début de son histoire. 1960, indépendance du Congo, il y a une sécession qui se déclenche dans le sud du pays, au Katanga, et le roi Mohamed V envoie des troupes marocaines dans le cadre de l'ONU pour aider les Congolais. 1978, il y a de nouveau une rébellion, et cette fois-ci, c'est le roi Hassan II qui envoie des troupes pour aider le Congo. Et puis, 1999, encore une fois, des troubles sécessionnistes au Congo, et cette fois-ci, ce sont justement des troupes marocaines qui y vont encore dans le cadre de la MONUSCO, et elles y sont toujours. Il y a actuellement 839 soldats marocains sous le casque de l'ONU qui sont au Congo, à l'est, dans la province, une des provinces les plus sensibles, puisque c'est la province orientale, là où il y a souvent des problèmes, et de l'avis de tout le monde, les troupes marocaines se comportent de façon exemplaire. Donc le Maroc a toujours été aux côtés du Congo, et de son côté, le Congo a toujours soutenu le Maroc. Dernière preuve en date, le Congo a été parmi les pays qui ont voté pour la candidature marocaine pour la Coupe du Monde 2026. Et puis aussi, le Congo l'a dit et redit, et ça ne devrait pas changer, le Congo soutient la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donc c'est quelque chose qui est non négociable. Et on pense simplement que ça pourra continuer dans ce sens-là. On l'espère en tout cas. Éric Ndou, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction Afrique de Medi 1 TV. Merci.